Bienvenue dans la 19e leçon sur notre chaîne YouTube Leadership Training. La 19e leçon vient parler du chef, du leader face à la résistance. Le leader, le chef face à la résistance nous amène à réfléchir sur certains aspects dans lesquels un chef, un responsable et manager peut rencontrer l'adversité, peut rencontrer l'opposition, peut rencontrer la contradiction qui vient des gens, soit qui sont ses supérieurs, ou bien qui sont ses collaborateurs, ou bien qui sont ses subalternes. Vous savez, dans la vie, il faut toujours savoir que le risque de résistance zéro n'existe pas. Vous travaillez avec les gens, vous gérez les hommes, ils peuvent vous résister. Ils peuvent s'opposer à vous. Ils peuvent prendre l'initiative de ne pas accepter ce que vous avez voulu faire ou bien vous avez commandé de faire. Ça peut arriver. Alors, dans ce contexte, que doit faire le chef? Dans ce contexte, que doivent faire les responsables? C'est une bonne leçon pour nous tous qui devons savoir que gérer les gens, conduire les gens, ne peut pas manquer un jour des contradictions qui peuvent venir pour des raisons que nous allons évoquer dans la leçon. Le contexte dans lequel la résistance peut être là, ou alors la résistance peut arriver, soit ça peut être une résistance qui est collective, tout le monde dit on va résister, ça peut être une résistance individuelle, un seul agent, un individu dit « je m'oppose, je m'oppose, je m'oppose ». Ça peut être une opposition ouverte, c'est-à-dire la personne s'oppose ouvertement. Ça peut être une opposition cachée, la personne s'oppose à vous sans vous le montrer. Ça peut être une opposition passagère, c'est-à-dire qui ne dure pas longtemps et qui peut prendre fin dans un délai X. Ça peut être une opposition tenace, c'est-à-dire qui va durer longtemps. Aussi longtemps qu'il est là, l'opposition est là. Ça peut être une crise ouverte, une crise de confiance, de transparence, qui peut arriver tout simplement parce que vous et ces gens, ou vous et la personne, il y a une crise de confiance. Elle ne vous fait plus confiance, vous ne lui faites plus confiance, et donc l'opposition arrive, l'adversité s'ouvre. Dans ce contexte, nous devons vérifier les différentes causes. Il y a plusieurs causes. Quelles sont les causes qui peuvent conduire à l'adversité, à l'opposition, à la contradiction? Il y en a plusieurs. Première cause, ça peut être l'incompréhension. L'incompréhension, c'est-à-dire la personne ne vous comprend pas bien. Ça peut être à cause des intérêts. Il a des intérêts, vous avez des intérêts, il a des intérêts contradictoires aux vôtres, ou bien vous avez des intérêts contraires à ses intérêts, l'adversité naît, la résistance arrive. Ça peut être par la manipulation. Certaines personnes peuvent travailler avec vous, mais sont manipulées par les autres à l'extérieur. D'autres personnes peuvent être dans l'adversité, dans l'opposition, tout simplement parce qu'il y a ce que nous appelons le caractère. Ils ont un mauvais caractère, ils ont un caractère qui est mauvais, et donc, dans leur façon d'être, dans leur façon de vivre, ils s'opposeront toujours à ce que vous faites, tout simplement parce que leur caractère ne le permettent pas de mieux travailler sans résister. Il y a des résistances, il y a des oppositions qui peuvent naître tout simplement parce que vous ne savez pas donner des ordres. Il y a des chefs qui ne savent pas donner des ordres. Il y a des gens qui donnent des ordres mal. Au lieu de dire, par exemple, voudriez-vous m'aider à faire telle chose, la personne vous dit, faites telle chose et si vous ne le faites pas, je vais vous sanctionner. Tu vois déjà que c'est différent. Lui donne l'ordre en train de vous indiquer comment faire, mais l'autre vient comme si la chose à faire devient une sanction potentielle. Donc, il y a aussi des résistances qui peuvent naître de vos agents tout simplement parce que ils ou elles sont débordés par la frustration. Frustré une fois, frustré deux fois, frustré trois fois, la frustration vient de s'accumuler, boum, ça explose, ils disent, on ne va plus respecter vos ordres. La résistance peut naître de l'injustice. Un chef injuste
qui croit qu'il fait bien alors que c'est injuste, peut créer la résistance. Les mauvais ordres. Vous donnez un ordre qui exagère et le staff dit « ça je pouvais faire, mais pas ça, ça dépasse ». Ou peut-être vous donner aux gens des responsabilités qui outrepassent leur job description. Il vous dit « oui, j'ai été recruté pour ça, mais pour ça non, cherchez quelqu'un d'autre ou bien augmenter mon salaire ». Tu vois déjà que ce sont des résistances qui peuvent naître, comme aussi il y a des résistances qui naissent tout simplement parce que le chef lui-même manque l'autorité. Le chef lui-même manque l'autorité. Un chef sans autorité, un leader qui n'a pas d'autorité, qui ne sait pas conduire, qui ne sait pas gérer les gens, peut amener la résistance et les gens vont dire non, nous n'allons pas le respecter parce qu'il n'a pas de caractère. Nous n'allons pas le respecter parce qu'il est incompétent. Il faut dire non. Lui est en train de nous diriger alors qu'il ne sait pas faire telle chose bien. Nous, on n'accepte pas. Voilà, chers responsables qui me suivaient, les causes sont multiples. Et là, nous devons passer à l'élément de vous dire les erreurs qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Première chose à éviter, il faut éviter de minimiser la résistance. Quand la résistance est là, évitez de dire « ce n'est rien ». Évitez de dire « ça va passer de soi-même ». Évitez de dire « bon, il va se fatiguer ». Non, ne minimisez rien. Une résistance, quelqu'un qui vous dit « je ne le ferai pas ». Quelqu'un qui vous dit « cherchez notre chef ». Quelqu'un qui vous dit « je ne viendrai pas ». Quelqu'un qui vous dit « on ne va plus le faire ». Il ne faut pas minimiser ça. Deuxième erreur à faire, c'est le chantage. Quelqu'un a résisté à vos ordres, quelqu'un s'est opposé à ce que vous faites, quelqu'un vous a contredit, il a dit « on ne le fera pas parce que », au lieu de vous asseoir, chercher à comprendre la cause, vous commencez à faire le chantage. Vous passez dans les agents. Tel ne sait plus me respecter. Quand je donne l'ordre, il ne me comprend pas. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il a été recruté? Pourquoi? D'ailleurs, moi, je ne comprends pas. À la fin de son contrat, je vais couper. Il doit quitter la maison. Vous commencez à faire le chantage de bureau en bureau alors que vous êtes chef. C'est une erreur. Troisième erreur, c'est la vengeance. De dire, comme il a fait ça, je vais l'avoir. Comme il a décidé de s'opposer à ce que je fais, je l'aurai moi aussi. Alors, vous commencez à vous tendre des pièges comme les chats et la souris dans l'organisation, ça devient plus dangereuse parce qu'à la fin, des pièges vont exploser à ce que vous ne saurez pas contrôler. Autre erreur, c'est le développement de la haine. Si quelqu'un s'oppose à vous, il dit « chef, je ne suis pas d'accord ». Il dit « chef, je n'accepterai pas ça ». Il vous dit « chef, je m'oppose à ce que vous voulez proposer ». Chef, ça, non, on ne le fera pas. Il ne faut pas le prendre à haine. Plutôt, c'est une erreur quand vous le faites. Il faut éviter aussi la fermeté par excès. Il y a une opposition, les gens vous montrent qu'ils ne sont pas prêts de faire telle chose, les gens vous montrent que telle chose n'est pas à faire pour eux, et puis vous dites, vous le ferez, le vouloir ou pas. Vous devenez très ferme à l'excès. Cet excès de fermeté peut conduire à des troubles plus graves que ce que vous avez espéré gérer. Il ne faut pas aussi paniquer. Donc, l'erreur, c'est quand le chef trouve l'opposition, l'adversité, des contradictions multiples ou collégiales, il commence à paniquer. Non, nous avons donné dans la 17e leçon la maîtrise de soi. Vous n'avez qu'à la chercher, la suivre pour comprendre comment vous devez aussi vous maîtriser, parce que dans la résistance, vous ne manquerez pas d'utiliser aussi la maîtrise de soi. Autre chose à éviter, c'est d'agir sans comprendre la cause. Quand vous agissez sans comprendre la cause, vous répondez, vous prenez des actions, des décisions sur les gens qui se sont portés garants de vous contredire, sans avoir compris pourquoi ils s'opposent à vous, ça va apporter à l'organisation une nouvelle crise parce que vous croirez résoudre la question en créant un autre problème et vous irez maintenant d'opposition en opposition, contradiction en contradiction. Alors, n'oubliez pas, vous allez gérer plusieurs sortes de personnes. Et nous allons passer à un petit exercice de comment les chefs peuvent faire s'ils se trouvent devant les différentes sortes de personnes qui s'opposent à lui. Nous allons voir comment il peut gérer les paranoïaques qui s'opposent à lui. Nous allons voir comment vous pouvez gérer des cas de mécontents occasionnels, la résistance qui vient des mécontents occasionnels.
Nous allons voir comment vous pouvez gérer des mécontents mentaux ou constitutionnels. Nous allons voir comment vous pouvez gérer les récidivistes des réclamations. C'est une autre catégorie de personnes qui peuvent vous résister. Nous allons voir comment vous pouvez gérer les révoltés au tempérament des chefs. Ça, ce sont des gens qu'on appelle des révoltés au tempérament des chefs. On va voir comment vous pouvez les manager pour que vous ayez de bons résultats. Nous allons voir comment vous pouvez gérer les paresseux critiqueurs. Des gens qui sont paresseux, des personnes paresseuses, mais qui sont là pour vous critiquer alors qu'elles ou ils ne donnent pas un résultat qui leur est aussi demandé ou sollicité. Alors, chers amis, nous commençons par la première catégorie, le paranoïaque. Les révoltes, au pluriel, qui viennent des paranoïaques. D'abord, qu'est-ce que le paranoïaque? Les paranoïaques, ce sont ces personnes-là qui ont un problème d'appréciation de la situation, qui voient tout en problème. Ils sont prêts, ils croient qu'il y a un complot autour d'eux, ils croient que tout est problème, ils sont prêts à réagir, à se venger, ils sont prêts à contre-attaquer même là où il n'y a pas de problème. Ces gens peuvent exister dans l'organisation, des paranoïaques. Ils vous résistent parce qu'ils croient qu'il y a un complot, parce qu'ils croient que vous les haïssez. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les paranoïaques? Gérer les paranoïaques dans les résistances, quand les paranoïaques s'opposent à vous, vous contredit, vous combat, la bonne façon, c'est de vous asseoir avec lui, vous lui montrez les succès qu'il a déjà fait, vous lui montrez les meilleures choses qu'il a déjà faites pour la maison, pour l'organisation, pour l'entreprise, pour votre parti politique, je ne sais pas ce que vous avez comme gestion, vous lui montrez les résultats qu'il a obtenus, vous lui montrez que vous avez encore besoin de ses efforts, mais vous lui montrez qu'il a besoin d'exprimer clairement, en termes clairs, ce qui le dérange. Parce que des fois, il peut faire des choses, des revendications sans vous dire clairement il a besoin de quoi. Vous lui dites, tu as besoin de quoi? Dites-moi clairement c'est quoi. Non, on me hait. Ok, tu dis qu'on te hait dans cette maison. Qui te hait? Il t'a haï comment? Dites-moi, il a commencé à te haïr à partir de quoi? Donnez-moi des faits vrais. Non, 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 on ne m'aime pas. Ok, on ne vous aime pas. Comment? Il faut chercher à les comprendre et l'amener à s'exprimer clairement. C'est quand il manque de termes clairs que vous lui montrez que ça, c'est dans votre tête, mais ici, on ne vous hait pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce sont des mécontents occasionnels. Qui est mécontent occasionnel? Les mécontents occasionnels qui viennent s'opposer, qui viennent vous contredire, qui viennent combattre les chefs ou les leaders. Les mécontents occasionnels, ce sont ces gens qui croient qu'ils ont été lésés dans certaines choses ou ils ont perdu certains intérêts. Ce sont des mécontents occasionnels. Donc, ils sont mécontents par une occasion. Il y a un moment où ils se sentent mécontents parce qu'il y a un intérêt qui n'a pas été à leur portée. Donc, vous leur avez fait rater des intérêts quelconques. Ça, ce sont des mécontents occasionnels. Comme pour dire que n'eût été cet intérêt-là, il n'allait pas être mécontent. Comme pour dire que si vous gérez l'objet de son mécontentement va passer. C'est pourquoi on appelle ça occasionnel. Ça vient parce qu'il y a un intérêt. L'intérêt disparaît, il est bien. Vous voulez le gérer, il s'est opposé, il vous contredit, il se soulève pour dire ici, on va tuer quelqu'un, comme qui dirait. La meilleure façon de gérer ces gens est celle-ci. Vous devez les appeler, vous les écoutez. S'ils ont raison, vous leur dites merci de nous avoir amené ces informations. Nous allons y travailler. Nous vous permettrons de trouver la solution la meilleure. Et après, continue toujours à nous dire la réalité. Et s'il n'a pas raison, vous les remerciez pour la bonne foi d'avoir dit ce qui le dérange, vous lui montrez que ce qu'il est en train de réclamer n'est pas possible, mais dans un langage qui est bon, dans un langage qui n'est pas mauvais. Comme on a parlé de la 18e leçon sur la réprimande, évitez de réprimander quelqu'un qui veut vous montrer là où il a été lésé dans certains intérêts. Ça, vous allez l'aider à mieux se stabiliser. Troisième catégorie, ce sont des mécontents constitutionnels. Les mécontents constitutionnels, lui, qui s'appelle aussi le mécontent mental,
Ça peut être des gens qui, dans leur enfance, ont connu des problèmes, des familles, soit il a été maltraité dès l'enfance, soit dans son évolution, il a subi dans son développement personnel, académique ou peut-être cursus scolaire, institution scolaire primaire ou secondaire, ou peut-être en famille ou dans le milieu dans lequel il a vécu, il a subi trop de problèmes qui l'ont empêché à faire confiance aux gens. Et ces gens, et quand il grandit, il est dans l'organisation, mentalement, il est toujours mécontent. Quoi que vous fassiez, il ne sera jamais content. Et là, il sent toujours que le monde est méchant, le monde n'est pas bon, tout simplement parce qu'il a une tare familiale qui provient de son passé historique. Vous l'engagez dans la maison, il a un beau diplôme, il a bien étudié, c'est un connaisseur, il est expérimenté, mais il a déjà une tare psychologique qui provient de la famille. Lui d'abord, vous le verrez rarement rire. Vous pouvez même vous poser la question quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il n'est pas content, vous ne le saurez pas. Lui, quand il vous résiste, il sent que c'est la continuité de la vie. Parce qu'il dit, j'ai grandi dans des problèmes, je ne veux pas aussi que quand je deviens grand, qu'on me soumette à d'autres problèmes. Vous comprenez que psychologiquement, il vous arrive, il a déjà sa tare, il a déjà sa charge. Comment maintenant faire la différence? Vous voulez gérer les mécontents, vous voulez gérer cette opposition, vous voulez gérer sa contradiction, vous voulez gérer son adversité. La première chose, c'est de discuter ouvertement avec lui, en lui montrant qu'il peut être mécontent ou content, mais l'essentiel est que son mécontentement tourne autour du travail. Vous lui montrez que le lien qui vous unit, le lien commun qui vous unit, c'est l'organisation. L'organisation a ses règles, l'organisation a sa mission, l'organisation a sa vision, l'organisation a ses activités pour lesquelles tout le monde vient faire chacun sa tâche. Et que s'il est mécontent, qu'il canalise seulement sa réclamation dans le cadre du travail. Et qu'il vous prouve où est-ce que vous avez mal agi côté travail. Ce qui concerne le conflit de la famille, déchargez-vous de ça. Ce qui concerne son passé, déchargez-vous de ça. Deux fois, ces gens, quand ils viendront chez vous, ils commenceront à vous expliquer des histoires. Ils vous disent, non, j'avais 15 ans, encore quelque chose m'avait troublé. Quand je grandissais, j'avais vu ça, j'avais compris, mon père avait fait ça, ma mère avait fait ça, mes grands frères me faisaient ça. Même aux universités, voici ce que j'ai. Il vous amène toute une histoire pour essayer de justifier que même ce qu'il vit dans l'organisation provient encore du fait. Alors, vous l'aidez. Il faut le recadrer, que la revendication, le mécontentement soit lié au travail. Et que chacun a la responsabilité individuelle. Et qu'il n'est pas lié à vous comme chef. Vous lui montrez que votre poste et son poste sont liés par l'organisation et qu'il ne se révolte pas contre vous, mais qu'en agissant, il se révolte contre l'organisation. Et que s'il veut réclamer, qu'il fouille pour voir qu'est-ce que l'organisation a fait par vous ou bien par les autres que vous devez rectifier. Ces gens, vous allez les aider à comprendre qu'il est mécontent dans ses affaires, mais son mécontentement ne peut pas venir affecter l'organisation. Vous avez la quatrième catégorie, c'est ce que nous appelons les récidivistes des réclamations. Les récidivistes des réclamations, ce sont ces gens qui réclament là où il n'y a même pas de texte. Ce sont ces gens qui réclament et même quand vous les répondez, ils réclament toujours. Ce sont ces gens, quand ils réclament, vous répondez, ils réclameront encore demain. Donc pour eux, la réclamation devient comme si c'était mode de vie. Il est content quand il réclame. Il est content quand il mobilise les gens pour réclamer. Il est content quand il mobilise un groupe qui doit s'opposer à tout ce que le chef fait. Ça, ce sont des récidivistes des réclamations. Donc, vous vérifiez dans l'histoire, vous allez trouver que quand il y a toujours une réclamation dans l'organisation, c'est lui qui est toujours à la base de ça. Comment le gérer? Vous devez être ferme. Ne lâche pas. Parce que si vous n'êtes pas ferme à son égard, il va entraîner toute l'organisation à la rébellion et vous allez fermer vos portes. Soyez ferme. Basez-vous sur les textes, les règlements, basez-vous sur tout ce qui est nécessaire pour encadrer le travail. Montrez-lui que dit les règlements, que dit les textes et au besoin, justifiez votre refus en lui montrant que tel texte, tel article, telle loi ne le permet pas et
vous lui montrez que si vous obéissez à ce qu'il dit, les autres seront démotivés. Vous lui montrez que si vous faites ce que lui veut, alors à ce moment-là, vous allez conduire l'organisation à l'échec. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez même lui donner les textes à lire à haute voix. Vous lui dites, bon voilà, pas les textes comme à l'école primaire, non. La loi ou le règlement. Vous lui dites, bon, est-ce que tu peux vérifier ici? Lisez ce qu'on nous dit ici dans notre règlement d'ordre intérieur. Lisez ce que dit cette procédure. Quand il trouve que sa réclamation n'est pas basée sur la loi, les textes, ce qui régit l'organisation, vous allez lui dire maintenant, à la prochaine fois, vous réclamez en dehors des textes, vous réclamez en dehors de la procédure, on prendra des sanctions contre vous. Alors, vous allez créer dans lui le réflexe de dire, chaque fois que je vais réclamer, je dois voir s'il y a violation des textes et des procédures. Sinon, si ce n'est pas comme ça, il va toujours réclamer pour même des choses qui ne sont pas objet de réclamation. Autre chose, donc, que nous allons appeler la cinquième chose, c'est ce que nous appelons des révoltés au tempérament des chefs. Qu'est-ce qu'on appelle révolté au tempérament des chefs? Le révolté au tempérament des chefs, ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont des qualités, qui ont des capacités comme vous les chefs. Donc, ce sont des gens qui ont des capacités, des compétences que même vous n'avez pas ou qui peuvent vous égaler. Ces gens, ils réclament comment? C'est quand ils estiment qu'ils souffrent d'être subalternes alors qu'ils auraient été des chefs. Ils souffrent de la position alors qu'ils auraient été les leaders eux-mêmes. Ils souffrent de leur subalterne, de leur position d'être commandés alors qu'eux-mêmes auraient voulu commander. Ça, c'est pourquoi on les appelle les révoltés au tempérament des chefs. Eux, quand ils révoltent, ils peuvent vous dire, nous avons les mêmes grades, mon frère. Ils vont vous dire, nous avons la même expérience professionnelle. Ils vont vous dire, nous avons étudié les mêmes études. Nous avons fait les mêmes études. Ils vont vous dire, j'ai autant d'années plus que toi d'ailleurs. Ils vont vous dire, vous avez étudié là où j'ai étudié. D'ailleurs, votre école n'a pas formé comme la mienne. Ils vont vous dire, ok, j'ai géré même plus que ça. Donc, ne faut pas me minimiser parce que je suis ici. J'étais chef telle part. Moi aussi, j'ai fait plus que même ce que vous faites. Alors, ça, quand sa révolte commence, il y a deux choses qui sont très nécessaires. Première chose, c'est la fermeté. Et deuxième chose, c'est le tact. Commençons par le tact. Le tact, c'est-à-dire, c'est de l'écouter bien, de l'estimer à sa juste valeur. Vous lui montrez vraiment qu'il mérite, il ne démérite pas. Vraiment, tu as le niveau, tu as des connaissances, tu as des capacités. Ne les minimisez pas. Et puis, montrez-lui qu'on peut avoir besoin de lui et on a besoin de lui. Et puis, confiez-lui des tâches et des responsabilités. Vous lui dites, ok, tu peux nous faire ça, tu peux nous faire ça. Vous pouvez aménager même son job description pour essayer de le stabiliser, mais aussi pour qu'il puisse comprendre qu'il a été réhabilité dans certaines fonctions qu'il aurait voulu prendre. Mais, rassurez-vous, c'est si votre organisation le prévoit. Si l'organisation ne le prévoit pas, votre tact peut l'aider à comprendre que sa responsabilité est grande, mais que l'opportunité n'est pas encore là. Alors, la fermeté, c'est quoi? C'est lorsque vous devez lui montrer que c'est vrai, tu réclames, c'est vrai, tu mérites même de diriger cette organisation, mais chacun a sa responsabilité. Vous lui montrez que vous n'accepterez pas le parallélisme des commandements. Vous lui montrez clairement que vous n'allez pas supporter des troubles. Vous lui montrez clairement qu'il n'a qu'à jouer son rôle. Vous jouez votre rôle. Si une occasion s'ouvre, il va l'avoir pour commander comme il le désire. Vous êtes clair avec lui pour lui dire que vous devez jouer votre rôle et lui doit jouer son rôle sans qu'il n'y ait des superpositions ou des combats ou des conflits ou des guerres ouvertes tout simplement parce qu'il veut se positionner. Vous l'aidez à comprendre que ce n'est pas vous qui lui privez cette occasion, mais c'est l'organisation telle qu'elle est structurée. Alors, vous voyez déjà, le tact et la fermeté va vous aider. Le tact, c'est-à-dire les gérer avec un peu de douceur, mais la fermeté, c'est-à-dire ne pas céder aux caprices, parce que la plupart des fois, dans de grandes organisations, la même personne, vous allez trouver qu'elle peut même être en train d'envoyer des mails sous votre dos, en train de vous combattre directement, et à un certain niveau, vous pouvez voir que même ce que vous n'avez pas fait peut être fait
Tout simplement parce que il envoie des messages contre vous, tout simplement parce qu'il se dit, je vais les faire tomber, moi aussi je vais les remplacer. Référez-vous à la leçon sur la délégation des pouvoirs que nous avons donnée, qui est la 16e leçon qui va vous illuminer là-dessus. Alors, la 6e catégorie, ce sont des critiqueurs paresseux. Les critiqueurs paresseux, ce sont ces gens qui sont dans des organisations, ils vous critiquent, mais ils ne font rien. Vous voyez comment il vous critique, vous croirez que c'est un expert. Mais quand vous entrez dans son service, vous trouvez qu'il n'y a rien. Mais lui veut s'opposer à vous, il veut vous contredire, il veut faire l'adversité. Tout simplement parce qu'il est paresseux, il craint que s'il le faisait, vous le découvrirez, ou bien il voit que c'est une grande tâche que vous lui faites tout simplement parce qu'il est paresseux, et ça va conduire à des révoltes et des contradictions. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui, vous ferez deux choses. La première chose, c'est d'organiser une réunion d'évaluation participative de tous les services. Vous dites, OK, nous allons faire l'évaluation. Vous vous souviendrez de la leçon que nous avons donnée, je crois la 15e leçon, là où nous avons parlé des 15 outils de management. On a parlé des SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. Alors, vous organisez la SWOT, l'analyse SWOT, FFOM. Vous faites l'organisation de cette évaluation interne à la maison. Vous évaluez le fonctionnement de chaque service dans une grande réunion. Vous évaluez les résultats que chacun atteint, pour que vous voyez la performance de chacun. Ayant déjà fini, en pleine réunion, vous êtes parvenu à tomber sur les résultats de tout le monde. Ça paraît, ce sera déjà visible. Après maintenant, là, ce ne sera pas comme si vous l'avez ciblé seul. Vous avez organisé les services pour tout le monde, mais vous voulez voir si réellement il réclame, alors qu'il est paresseux, vous le savez, mais vous n'allez pas lui dire tu es paresseux. Que ça transparaisse directement dans la réunion publique participative où vous évaluez tous les services, dans la réunion où chaque service est évalué avec les collègues. Les résultats de chacun, vous dites maintenant, après, je vais organiser des réunions dans lesquelles je vais parler avec chacun de vous sur les résultats que nous avons trouvés en réunion ici. Quand son tour vient, c'est lui maintenant le critiqueur, mais il est paresseux. Vous allez faire des choses. Vous lui montrez comment il a travaillé. Vous lui demandez si le travail qu'il a fait est satisfaisant. Lui-même va vous dire que ce n'est pas satisfaisant parce que l'évaluation de tous les collègues dans la réunion participative a prouvé qu'il n'avait pas satisfait et vous avez vu les résultats des autres. Profitez même de faire évaluer vos résultats aussi dans la même réunion comme chef. Parce que quand vous avez déjà évalué aussi vos résultats dans la réunion participative, il comprend directement que vous êtes compétent, vous faites mieux, lui vous critique, mais il est paresseux, mais sans le dire. Dans cette rencontre que vous allez faire avec lui, vous lui dites, OK, la fois passée, on a fait l'évaluation, tu as vu comment mes résultats ont été évalués par les collègues, on s'était fixé ça. Ma responsabilité a prouvé que je les ai réalisés, mais on a prouvé que toi, ça n'a pas été fait. Comment tu crois que tu vas améliorer? 1, 2, 3, 4. Vous lui demandez maintenant, avec ça, est-ce que tu crois que tu travailles bien ou mal? Il va vous dire, non, je comprends que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que tu promets que tu vas changer? Il dit, je ferai ça. Alors vous lui dites, mais la fois passée, tu t'es opposé à moi. Tu as dit que je ne travaillais pas. Tu n'as pas voulu faire les travaux. Mais soudain, on trouve que mes résultats sont bons, mais les tiens ne sont pas bons. Est-ce que tu peux cesser maintenant de t'opposer quand on te donne des tâches? Parce que maintenant, on trouve que tu t'es opposé comme si tu étais expert, mais voilà, les résultats n'ont pas été bons. Promets-moi que tu vas changer, comme ça on va avancer. Il va sortir de votre bureau étant vraiment gelé et il va changer tout simplement parce qu'il comprendra que on l'a déjà découvert par une méthode qui expose les résultats de chacun. Là, s'il cherche à vous critiquer auprès des gens, il va dire non, on l'a évalué, il est bien. On a évalué le chef, on a prouvé qu'il travaille aussi. D'ailleurs, c'est toi qui ne travailles pas. C'est la façon de mettre fin à ces critiques. Mais si vous l'appelez, vous le grondez, tu me critiques, tu parles mal de moi, il y a ABCD, tout ce que vous dites, il va le prendre comme des attaques. Et il va continuer toujours à vous attaquer alors que sa paresse sera toujours cachée. Il ne produira pas de résultats. Voilà, nous sommes à la fin de notre leçon. Bien sûr, on est allé très rapidement parce que ce sont plusieurs notions que nous compilons dans des minutes comme ça. Un package que nous vous donnons d'une façon très rapide et nous savons que nous nous adressons à des grandes personnes
qui pouvaient comprendre un mot et le développer. C'est pourquoi on a dit leadership training pour de grandes personnes. Nous passons à 3 questions avant de finir. Première question. Avez-vous fait face à une résistance un jour dans l'organisation? Avez-vous fait face un jour à une résistance dans l'organisation? Si oui, de quoi s'agissait-il? Si oui, de quoi s'agissait-il? Ça, c'est la première chose. Deuxième question, quelles sont les autres erreurs à éviter quand on fait face à une résistance? Quelles sont les autres erreurs à éviter quand on fait face à une résistance? Ce qui dirait, on a parlé de minimiser le chantage, la résignation, la vengeance, la haine, la fermeté, ceci, tout ça. Mais vous allez ajouter quoi? Quelles sont les autres erreurs qu'il faut éviter quand on trouve la résistance? Et puis, troisième question, à part les 6 types, à part les 6 types de personnes que nous avons cités, à savoir les paranoïaques, les mécontents occasionnels, les mécontents mentaux ou constitutionnels, les récidivistes de réclamation, les révoltés au tempérament du chef et les critiqueurs paresseux, à part les 6, quel autre type de résistants que vous savez? Donc la question est simple, quel autre type de résistants, de révoltés que vous savez qui peuvent exister dans des organisations à part les 6 que je viens d'expliquer comment on peut les gérer. Encore merci, nous terminons notre 19e leçon. On a parlé du contexte, des causes, des erreurs à éviter, des types de personnes à gérer, comment vous devez vous y prendre. Ne manquez pas de liker la vidéo, de la partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la flèche, sur la cloche. Cliquez aussi sur subscribe ou s'abonner pour que vous ayez des leçons progressives parce que bientôt nous allons partir à la 20e leçon que je ne vais pas annoncer aujourd'hui, sachant que quand elle sera là, vous serez informé si vous êtes abonné. Merci beaucoup. À nous revoir dans la 19e leçon. Dans vos commentaires, commentez pour que nous ayons une interaction qui va aider aussi les gens qui suivent notre leçon. Bye bye.